Bonsoir à tous, l'actualité européenne et internationale de ce mercredi 16 janvier. Bienvenue dans Euronews Soir. Voici les titres de ce journal. De nombreuses réactions en Europe après le rejet massif de l'accord de Brexit par les députés britanniques, vote qui renforce les risques d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord. Plusieurs pays européens se préparent désormais activement à ce scénario. En France, les Gilets jaunes semblent peu convaincus par le grand débat national lancé par Emmanuel Macron pour trouver des solutions aux problèmes du pays. Que pensent les Français de l'initiative du président de la République? Nous leur avons posé la question, reportage dans ce journal. Nairobi, la capitale du Kenya, sous le choc après un nouvel attentat contre un complexe hôtelier revendiqué par les islamistes Shebab. Le bilan est lourd, les 5 assaillants ont été neutralisés. Le président kényan a dénoncé une violence insensée. L'angoisse en Andalousie, dans le sud de l'Espagne, où un petit garçon est tombé dimanche dans un puits très étroit. Les opérations pour tenter de le retrouver sont extrêmement délicates. Les sauveteurs et la famille ne perdent pas espoir de le sortir vivant. Mais tout d'abord, direction le Royaume-Uni, où la première ministre britannique Theresa May a échappé ce soir à une motion de censure. Ce nouveau vote à la Chambre des communes intervenait au lendemain du rejet massif de l'accord de Brexit conclu entre Londres et Bruxelles. L'opposition travailliste qui réclame des élections anticipées était à l'origine de cette motion de censure qui avait toutefois peu de chances d'aboutir. Compte tenu du rapport de force parlementaire, le parti conservateur de Theresa May et son allié nord-irlandais sont en effet majoritaires à la Chambre des communes et n'avaient guère l'intention de laisser les travaillistes accéder au pouvoir, d'où cette situation paradoxale. Ce soir, Theresa May, après une défaite cuisante, est confortée à son poste de Première ministre. Elle devrait donc continuer à se battre pour tenter d'éviter un Brexit sans accord. La Première ministre entend rencontrer les responsables des différents partis politiques pour obtenir leur soutien. Pour cela, il lui faudra un plan B et donc négocier à nouveau avec l'Union européenne. De leur côté, les pays européens, la France notamment, intensifient les préparatifs en cas de Brexit sans accord. Les dirigeants de l'Union européenne n'ont pas caché leur déception, voire leur inquiétude après le rejet de l'accord de Brexit par les députés britanniques. Après ce vote, le risque d'un Brexit sans accord s'est accru, a résumé Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Pour l'Union européenne, la balle du Brexit est plus que jamais dans le camp du Royaume-Uni. Lors d'un débat ce mercredi au Parlement européen, les différents responsables ont partagé leur point de vue au lendemain du rejet de l'accord de retrait voté par les députés britanniques. Jamais le risque d'un no deal n'a paru aussi élevé. Notre résolution reste d'éviter un tel scénario, mais nous avons aussi la responsabilité d'être lucides. C'est la raison pour laquelle, de notre côté, nous allons intensifier nos efforts pour être préparés. Bien que nous comprenions que le Royaume-Uni ait besoin de plus de temps, il est impensable pour nous de prolonger l'article 50 au-delà des élections européennes. L'ancien dirigeant du UKIP, le Britannique Nigel Farage, lance un avertissement si le Royaume-Uni devait organiser un nouveau référendum sur la sortie de l'Union européenne. Les Britanniques sont peut-être des gens placides, très détendus, mais je vous assure, si on les pousse trop loin, ils rugissent comme un lion. Nous serons encore plus remontés si nous devons faire face à un second référendum et nous le gagnerons avec une plus grande majorité. Le premier vice-président de la Commission européenne répète que le Brexit est dommageable pour les deux parties, mais il appelle à en réduire les préjudices. Restons prêts. On ne peut pas toujours avoir ce que l'on veut, mais si l'on essaie, on peut espérer avoir ce dont on a besoin. Les marchés financiers suivent de près les discussions sur le Brexit. Les milieux économiques redoutent une sortie du Royaume-Uni sans accord. Le rejet de l'accord hier soir par les parlementaires britanniques n'a pas pour autant entraîné de panique sur les places boursières. Annelise Fantino. Les marchés n'ont pas faibli après le rejet de l'accord sur le Brexit par le Parlement britannique. La livre sterling a renoué avec la stabilité ce mercredi après avoir enregistré une légère baisse. Mais les acteurs économiques espèrent échapper à une sortie brutale de l'Union. We now know precisely what
Personne ne veut d'un Brexit sans accord, mais nous nous en rapprochons. Nous savons maintenant ce que le Parlement britannique ne veut pas. Nous attendons de savoir ce que les Britanniques veulent vraiment. Leur sort est entre leurs mains. Mais nous attendons de la clarté, car le temps presse. Un report du Brexit pourrait laisser respirer les marchés, mais d'après les analystes, une sortie de l'Union sans accord pourrait s'avérer dévastatrice. Ce serait sûrement un saut dans l'inconnu, et vous verriez la livre sterling poursuivre sa chute, comme cela a été le cas au cours des 2 dernières années, et commencer à plonger à des niveaux inédits, des niveaux historiques que nous n'avons pas connus depuis de très nombreuses années. En cas de Brexit dur, l'économie européenne pourrait connaître un ralentissement général. En France, à présent, Emmanuel Macron a lancé le grand débat national dans le contexte de la crise des Gilets jaunes et des préoccupations exprimées par de nombreux Français, notamment sur la baisse du pouvoir d'achat. Le président a échangé pendant 6 heures avec des maires de communes de Normandie. Tous les Français seront prochainement invités à s'exprimer sur la fiscalité ou sur le fonctionnement de la démocratie. Mais selon un récent sondage, il semble plutôt partagé à l'idée de participer à ce grand débat. Reportage à Beaujeu, près de Lyon, Stéphanie Morbois. À Beaujeu, une commune française de 2000 habitants située dans la région lyonnaise, les citoyens accueillent plutôt positivement le grand débat national lancé par Emmanuel Macron pour résoudre la crise des Gilets jaunes, mais ils ne sont pas tous certains d'y participer. Donner la parole aux citoyens, c'est très bien, mais est-ce qu'il y a une suite? Ça, j'en suis pas convaincu du tout. Et moi, je ne participerai pas, mais pourquoi ça ne serait pas une bonne chose? Je pense que si les gens ont quelque chose au lieu d'aller casser, c'est aussi bien d'aller participer et puis de dire ce qu'on pense. Il s'est loupé au début, il essaye de se rattraper, mais il faut voir comment les gens vont réagir à ce débat, justement. Voilà. Petite retraite, mobilité, accès aux soins, les axes d'amélioration sont nombreux dans le milieu rural et ils ont été exprimés sur un cahier de doléances disponible à la mairie. Emmanuel Macron a mis les maires au cœur du dispositif. Il leur demande d'être acteurs et facilitateurs du débat. Les maires sont en première ligne quelque part parce que c'est eux qu'on vient voir et souvent qu'on questionne. Je pense que c'est notre rôle de faciliter au moins les choses et sans intervenir parce qu'on n'est pas là non plus pour aiguillonner le mouvement et porter les revendications. On est là pour faciliter la remontée des propositions. Et le grand débat, vous en pensez quoi? Vous allez venir dans le grand débat? Vous allez participer si on fait quelque chose? Ici, c'est un théâtre de 300 places qui sera mis à la disposition des habitants s'ils souhaitent organiser un ou plusieurs débats. La grande inconnue est maintenant de savoir si les citoyens français des communes rurales vont massivement participer à ce grand débat national, saisir l'occasion qui leur est donnée par le président de la République de se faire entendre. Ils ont pour cela 2 mois puisque le 15 mars, la consultation s'achèvera. À Beaujeu, pour Euronews, Stéphanie Morbois. Au Kenya, la capitale Nairobi est sous le choc au lendemain d'une attaque terroriste particulièrement meurtrière revendiquée par les islamistes Shebab. Les 5 terroristes ont été neutralisés. L'attaque a réveillé le douloureux souvenir de l'attentat de 2013 dans un centre commercial. Christophe Garache. Au Kenya, l'attaque terroriste d'un hôtel de luxe à Nairobi s'est terminée dans un bain de sang. Mercredi matin, les derniers assaillants ont été neutralisés après 12 heures de chasse à l'homme. Le président kényan a rendu hommage aux victimes. Notre pays est en deuil ce matin. Et mon cœur, et le cœur de chaque Kényan, pleurent les hommes et les femmes innocents victimes d'une violence insensée. Ce n'est hélas pas la première fois qu'un attentat secoue la capitale kenyane. Les habitants de Nairobi sont sous le choc. Beaucoup sont en colère. C'est un désastre qui a affecté tout le pays. Et nous, Kenyans, nous sommes très tristes. C'est quelque chose que même les autres nations ressentent. Nous blâmons nos forces de sécurité parce que comment ces gens sont-ils entrés dans notre pays alors que nous avons tant de services de sécurité tout autour de nous? L'attaque a été menée par des djihadistes somaliens du mouvement Shebab qui a revendiqué le massacre.
Un des terroristes serait mort lors d'une explosion suicide. Par chance, plusieurs centaines de personnes ont pu être évacuées lors de l'attaque, limitant le nombre de victimes. En Espagne, les opérations se poursuivent pour tenter d'extraire un petit garçon de 2 ans tombé dimanche dans un puits dans une zone montagneuse en Andalousie. Des opérations particulièrement délicates, le puits d'une centaine de mètres de profondeur étant très étroit et instable. Des cheveux de l'enfant ont été retrouvés, alimentant ainsi l'espoir de le retrouver. Guillaume Petit. La course contre la montre continue pour les sauveteurs espagnols dans la province de Malaga afin de retrouver l'enfant de 2 ans tombé dimanche dans ce puits de 100 mètres de profondeur. Des opérations rendues compliquées car l'espace est trop étroit pour qu'un adulte s'y faufile. Le puits d'une largeur de 25 cm avait été creusé le mois dernier pour puiser de l'eau, mais il n'a été ni rebouché ni signalé. Quand l'accident s'est produit, l'enfant jouait à proximité. Nous commençons à creuser un tunnel horizontal qui se situe à une profondeur à laquelle on évalue la position de l'enfant. Puis une équipe minière dépêchée par le ministère de la Défense sera chargée de creuser la dernière partie du tunnel du côté de la montagne. Nous travaillons avec l'idée que Yulen est toujours en vie. Pour augmenter leurs chances de retrouver le garçon, les secours n'ont pas lésiné sur les moyens pour aspirer la terre ou en introduisant une sonde. Mais elle s'est rapidement heurtée à un bloc de sable humide. Seuls des bonbons appartenant au garçon ont été retrouvés, mais pour l'heure aucune trace de vie. Une attente insoutenable pour les parents qui ont perdu un autre de leurs fils dans un accident il y a 2 ans. En Allemagne, le parti d'extrême droite AfD est dans le collimateur des services de renseignement. Le jeune parti, qui est devenu la 3e force politique du pays, est soupçonné de porter atteinte au principe de l'état de droit en cause des déclarations jugées pour certaines proches de l'idéologie nazie. Les explications, Raphaël Vivant. L'AfD pourrait bientôt se retrouver sous surveillance. Les services de renseignement allemands ont décidé d'ouvrir une enquête pour déterminer si le parti d'extrême droite menace l'ordre constitutionnel et démocratique du pays. Pour justifier cette décision, les services de renseignement évoquent les déclarations de certains membres du parti, de nature islamophobe ou xénophobe, voire proche de l'idéologie nazie. Une décision saluée par une grande partie de la classe politique allemande. Le secrétaire général du Parti social-démocrate a par exemple estimé que les violences de l'extrême droite étaient depuis trop longtemps minimisées. Le chef du parti Les Verts estime lui que l'enquête des services de renseignement est justifiée. Le coprésident de l'AfD, Alexander Gauland, a annoncé un recours en justice contre cette décision. Nous considérons que ces arguments sont tout à fait inacceptables. Et nous pensons qu'en réalité, un certain climat social, une certaine pression politique ont conduit à cela. Si l'AfD est mise sous surveillance après l'enquête, les services de renseignement pourront en toute légalité intercepter les communications des membres du parti ou encore stocker des données personnelles. Le parti d'extrême droite est la principale force d'opposition au Parlement allemand, avec 92 députés sur 730. Du cinéma pour terminer ce journal, la station de ski française de l'Alpe d'Huez accueille jusqu'à dimanche la 22e édition de son Festival international du film de comédie, avec cette année l'actrice Alexandra Lamy comme présidente du jury. Guillaume Petit. Au milieu des télésièges, les stars de la comédie française ne font pas de ski. Elles se sont donné rendez-vous au 22e festival de l'Alpe d'Huez consacré à la comédie. Parmi les 8 films présentés en compétition cette année, plusieurs prennent comme souvent le pouls de la société. Chômage, crise des agriculteurs et réfugiés, toujours sur fond de légèreté. C'est le cas de Jusqu'ici tout va bien, l'histoire d'un patron parisien branché interprété par Gilles Lelouch, contraint par l'administration fiscale de délocaliser à la Courneuve, où il apprendra beaucoup de Samy, un jeune de banlieue campé par Malik Bentala. Un film présenté en ouverture, de bon augure alors que le festival a déniché la plupart des succès français ces 2 dernières décennies. C'est quand même une tradition depuis maintenant une vingtaine d'années. Les plus grosses comédies françaises sont passées par là, des ch'tis à Nos jours heureux en passant par Babysitting, etc., l'Ascension. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un endroit incontournable de la comédie, quoi.
Un jury composé de Ryan Bensati, Rossi de Palma entre autres et présidé cette année par Alexandra Lamy au terme d'une très bonne année 2018 pour la comédie française. Le genre a occupé le haut du box-office français, La Ch'tite Famille avec Danny Boone et Les Tuches 3 en tête avec plus de 5,5 millions de spectateurs. La comédie réaliste, un dosage qui doit rester subtil pour fonctionner. C'est un genre très difficile parce qu'il faut que tout soit bon dans la comédie. C'est pour ça qu'on a du mal à trouver une bonne comédie. Parce qu'il faut qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait des dialogues, il faut qu'il y ait des acteurs qui sachent le jouer, il faut qu'il y ait un réalisateur qui sache le filmer. S'il y en a un des quatre qui ne roule pas, c'est mort. Et reste à savoir si les Français marqués par un contexte social tendu auront d'autant plus envie de rouler et rire avec eux cette année. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur notre chaîne pour d'autres informations. Bonne soirée sur Euronews et à bientôt.